Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici les titres du jour. Elle est à la tête d'un fleuron de la cybersécurité en France. Militaire dans les troupes d'élite, puis agente pour la DGSE, Elena Poincet a cofondé Tetris qui a récemment levé plus de 20 millions d'euros. Un record mondial dans le domaine de la cybersécurité et on découvre son portrait dans un instant. Et puis il est avec nous aujourd'hui en plateau. Il a une idée derrière la tech. Benoît Grunemwald. Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va voir un rapport de l'OMS sur le cyberharcèlement. On découvre ça dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Engersar fait partie de ceux qui ont fait le constat qu'une réussite professionnelle, aussi éclatante et épatante qu'elle soit, n'est pas forcément un gage d'épanouissement. Alors comment imaginer sa carrière pour qu'elle corresponde au mieux à nos attentes et à nos aspirations ? Voilà une question que beaucoup de jeunes et de parents se posent et on va la poser justement à notre invité. Engersar, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes conférencière, présentatrice du podcast Gatéméry et autrice d'un livre, Les Inattendus, apparaître le 16 mai aux éditions Erol. On en parle dans un instant, juste après le Focus. La France pourrait-elle devenir championne en matière de cybersécurité ? C'est en tout cas l'espoir grand et humble que nourrit Elena Poincet, la patronne de Tetris, spécialisée dans le cyberespionnage et le cybersabotage. Vous allez le voir, c'est le destin d'une femme au parcours absolument exceptionnel qui nous est présenté aujourd'hui par Xavier Terrade. J'ai une question pour vous. Sommes-nous prédestinés dans nos vies, dans nos carrières ? Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. Je m'appelle Elena Poincet et je suis cofondatrice de Tetris, entreprise de cybersécurité. La sécurité, Elena Poincet, ça la connaît. La CEO de Tetris lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Fille d'un ancien militaire, cela n'a pas surpris ses parents de l'avoir quitté sa Vendée natale pour se lancer dans l'armée. En 1984, les armées ouvrent leurs portes aux formations mixtes. Je passe du milieu civil au milieu militaire, des chaussures à talons aux Rangers, de rebelle à la discipline, puis dans le commandement. 12 ans dans l'armée traditionnelle, dans les années 80-90, vous pouvez me croire, ça vous forge le caractère. En 1996, après avoir passé 7 années en Allemagne, Elena Poincet est entrée au service action de la DGSE pour défendre les intérêts de la France. Pendant de longues années, elle y a effectué des missions secrètes, une vie de soldat dans l'ombre selon ses propres termes, une vie qu'elle a quittée en 2009 au moment de sa rencontre avec Laurent Oudot, un autre de la DGSE avec qui elle a fondé Tetris 3 années plus tard. Une collaboration stimulante dont elle est très fière et qu'elle espère voir grandir encore davantage afin que malgré une concurrence rude, Tetris devienne leader européen des solutions de cybersécurité d'ici 10 ans, une période à laquelle Elena Poincet espère qu'elle aura arrêté de travailler, même si elle reconnaît que c'est pour le moment compliqué de l'envisager, car ses ambitions sont grandes. Elle souhaite à terme que son entreprise devienne leader mondial, une mission qu'elle aura peut-être à cœur de mener à bien, au risque de prendre un peu plus de temps. Allez, toute autre chose à présent. Notre invité avait un parcours absolument sans faute, cochant toutes les cases de la réussite, jusqu'à ce qu'un événement lui en montre une toute autre vision. Alors, la réussite sociale ou professionnelle reflète-t-elle justement vraiment notre propre vision à chacun de la réussite ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, réussir sa vie ? On pose la question à notre invité dans un instant, dans la première partie du talk. Et elle est donc là aujourd'hui à nos côtés pour en parler. Engersar, je rappelle que vous êtes notamment l'autrice de Les Inattendus, un livre à paraître le 16 mai aux éditions Erol et dont on va parler dans un instant. D'abord, je voudrais revenir sur le début de votre carrière. Vous êtes allé hyper vite au début de votre parcours professionnel. C'est une étape de votre vie qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas omettre, qu'on ne peut pas ne pas aborder quand on évoque le sujet de l'émission et on va le comprendre dans un instant. D'abord, Enger, est-ce que vous voulez bien revenir pour nous sur le début de votre parcours, notamment celui qui a été le vôtre en Afrique, je crois. Oui, bien sûr. Alors moi, ce que j'aime dire souvent, c'est que... Avant, j'aimais dire que j'avais un parcours classique parce que je pensais que c'était la norme, en fait, d'avoir ce type de parcours. Et plus tard, je me suis dit, non, en fait, c'est un parcours plutôt linéaire. Linéaire dans le sens où j'ai fait une prépa, j'étais bonne élève, donc j'ai de la chance d'être bonne élève. J'ai fait une prépa, une grande école, un grand groupe qui m'a permis, dès les premières années de ma carrière, à partir à l'étranger. Donc moi, j'ai commencé ma carrière à l'international, notamment en Afrique, comme vous l'avez évoqué, pour un grand groupe média français.
où je développais des filiales du groupe dans plusieurs pays africains. J'ai fait ça dans 10 pays en 7 ans. Donc c'était sport. C'était intense, ouais, j'imagine. C'était intense, c'était sport, mais assez intéressant pour le coup. Donc on nous jette un peu dans un pays où on doit manager des personnes, gérer tout ce qu'on ne nous apprend pas vraiment à l'école, on va dire. Sachant que vous étiez hyper jeune quand même. Oui, j'avais 23 ans. Ah oui. J'avais 23 ans. Sacrée responsabilité, exactement, mais c'est aussi dans l'action qu'on apprend. Donc moi, j'ai beaucoup adoré cette phase d'apprentissage, d'aller de pays en pays, puis surtout l'Afrique, on peut penser que c'est un vaste continent, et on dit l'Afrique, mais c'est 54 pays et 54 cultures différentes. Donc c'est aussi ça, de s'adapter à chacun des pays, à chacune des manières de faire, des façons de faire, et c'est ça que j'ai plutôt appris pendant cette première partie de carrière, qui aujourd'hui n'est plus la mienne. Effectivement, on va en parler dans un instant. Vous avez multiplié les projets internationaux, vous avez gravi aussi tous les échelons de votre carrière, acquis une expérience d'intra-entrepreneur aussi au sein de votre entreprise. Votre carrière, elle était toute tracée, Enger. À la veille de vos 30 ans, en revanche, il se passe quelque chose qui va un peu effectivement changer la trajectoire de votre vie. Effectivement. En fait, il s'avère que moi j'avais ce parcours effectivement très linéaire, j'ai envie de dire, où je cochais les cases, d'opportunité en opportunité, je les prenais. Mais à un moment donné aussi se poser la question... j'avais des questionnements internes, mais que je ne traitais pas forcément. Donc on avance, on a eu des questionnements, on se dit ça va aller, c'est pas grave, etc. Jusqu'à un moment donné, il y a des réactions physiques aussi qui commencent à monter, donc de l'eczéma, du stress, des insomnies, etc. Et avec dans un cadre de travail aussi très 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 dense, on va pas se le oui, le rythme était intense. Le rythme était assez intense, et comme je pense que j'ai le travers de beaucoup de personnes aussi, qui est celui de la bonne élève, à vouloir bien faire, parce qu'on nous a assigné une tâche, donc il faut aller jusqu'au bout de la mission, il ne faut pas décevoir. C'est un peu dans ce mindset-là que j'étais, d'y aller, de prendre l'avion tout le temps. Je prenais l'avion très, 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 très souvent. Et jusqu'au jour où, en fait, ma corps m'a juste... Je peux comprendre ça. Votre corps, effectivement, n'a pas suivi. Voilà, jusqu'au jour où mon corps n'a pas suivi. Et du coup, j'ai été diagnostiquée d'un burn-out par plusieurs médecins. Et c'est là où la traversée du désert, comme j'aime l'appeler, a commencé. Effectivement, lors duquel burn-out, vous avez été malgré tout particulièrement active. Vous avez interviewé, échangé avec plus de 200 personnes, des salariés notamment, en les interrogeant sur leur propre manière de voir la réussite, le sens aussi qu'ils donnaient à leur métier. Vous vous êtes alors rendu compte, Enger, que leurs préoccupations, en fait, elles étaient partagées par beaucoup d'entre eux et surtout, leurs préoccupations étaient assez similaires aux vôtres, c'est ça ? Exactement. Du coup, avant, j'ai quand même eu un temps de latence, parce que c'est pas, je me suis pas... Oui, j'imagine que c'est un sacré choc quand même. J'ai quand même un temps de latence, plusieurs mois d'arrêt, etc. Et ensuite, effectivement, moi, je me posais la question, est-ce que je suis folle, en fait ? Est-ce que je suis la seule à vivre ça ? Et pour ce faire, j'ai juste demandé à mon entourage d'amis, en leur disant, est-ce que vous n'avez pas des amis autour de vous qui se posent des questions comme moi et qui ont un parcours assez linéaire, j'ai envie de dire, et qui se posent des questions. Il s'avère... Ces questions, pardon, je vous coupe, c'était quoi ? C'était quel sens je donne à ma vie professionnelle ? Non, c'était plutôt comprendre, justement, moi, ce sujet de la réussite me taraudait vraiment, de me dire, en fait, OK, tu as fait une prépa, tu as fait une bonne école, tu as un talent dans ton entreprise, tu coches toutes les cases, mais en fait, au fond de moi, ce que veut dire réussir, je n'avais pas la définition. Et je me demandais si tout le monde partageait ça. Donc moi, le but de cette enquête, c'est de comprendre quels étaient les freins à la réussite professionnelle de ces personnes qui sont dans des boîtes, qui sont dans des postes très prestigieux et qui, en fait, ne sentent pas non plus qu'elles ont réussi. Et donc, c'est ça que je suis partie voir auprès de ces personnes-là, comprendre quels ont été leurs choix, comment ils ont fait leurs choix pour, justement, être dans ces types de postes-là. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas satisfaction de là où ils sont. Sacrée remise en question, effectivement, Enger. Vous dites, dans le monde du travail, je vous cite, on est toujours dans la performance et dans l'action. On n'a pas vraiment le temps de faire un pas de côté pour réfléchir. Le monde du travail, Enger, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est tout à fait adapté aux attentes de cette nouvelle génération dont on parle beaucoup et à qui on s'adresse dans l'école du futur ? Une génération qui, de plus en plus, a besoin de valeurs, de sens aussi dans ce qu'elle fait. Est-ce que vous pensez justement que cette performance et ce besoin d'agir qui est demandé par les entreprises, il est tout à fait en accord avec ce que souhaite cette nouvelle génération? Moi, je pense qu'il y a certaines entreprises qui commencent à y répondre.
C'est-à-dire que, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai cofondé à la suite The Dots, qui est une agence spécialisée dans la culture d'entreprise, qui accompagne les entreprises à révéler les comportements gagnants qui leur permettent de réussir leur mission, donc leur raison d'être. Une entreprise a une mission, une raison d'être. Comment je fais pour embarquer mes collaborateurs pour réussir cette mission-là? Et ça passe aussi par justement un alignement entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs des collaborateurs qui la composent. Ce qui n'est pas toujours facile ni évident, j'imagine. Exactement. Comment vous les accompagnez? Nous, on les accompagne justement sur... on part toujours de la mission. Parce qu'en fait, c'est hyper important aujourd'hui pour tout un chacun de comprendre pourquoi on se lève le matin. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève le matin, c'est très important. Ouais. Et donc, on part de cette mission-là. Et c'est de cette mission-là, c'est la culture d'entreprise qui va servir à exécuter cette mission. Et non l'inverse. Souvent, quand on pense culture d'entreprise, on va penser baby-foot, on va penser yoga, etc. C'est sympa. Mais en réalité, c'est comment ma culture d'entreprise sert à réussir ma mission. Et puis, j'imagine que c'est aussi porter une vision. Benoît, vous allez peut-être nous en parler dans un instant aussi, mais dans vos entreprises respectives, pourquoi je me lève le matin? Quelle est la vision, la mission qui est portée par mon entreprise? Et pourquoi moi, ça m'intéresse aussi de participer à cette aventure commune, j'imagine? Exactement, c'est exactement ça. Et de se dire, en fait, est-ce que mes valeurs personnelles sont bien alignées avec celles que me propose l'entreprise. Et souvent, on pense que les valeurs, c'est ce côté... Enfin, les entreprises ont souvent les mêmes valeurs, ambition, sens, etc. Ouais. Mais en réalité, ça peut être dans nos tâches quotidiennes. C'est-à-dire que parfois, des personnes ne sont pas forcément alignées, ou bien les valeurs de l'entreprise ne leur parlent pas forcément, ce côté ambition, intégrité, etc. Mais dans leur quotidien, dans leurs tâches quotidiennes, dans leur mission quotidienne, vont avoir des actions qui vont correspondre à leurs valeurs personnelles. Et en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, on dit aux entreprises, arrêtez de placarder des mots vides de sens. Qui sont plus de la com, peut-être aussi. Qui sont vides de sens, mais incarnez-les au quotidien, dans le quotidien de vos collaborateurs. Et nous, c'est ce qu'on fait avec The Dots. On essaie vraiment d'accompagner les entreprises à incarner ça dans le quotidien des collaborateurs et non dans les bureaux, etc. C'est pas, en tout cas, c'est pas sur sur quoi on se focalise. Oui, j'imagine. Puis j'imagine aussi que ces jeunes, justement, c'est ce qui... Je ne sais pas si vous avez mené d'ailleurs des entretiens avec eux quand vous avez fait ces 200 entretiens. Qu'est-ce que vous avez vu d'ailleurs, différence de génération? Parce qu'on dit souvent, les boîtes nous disent, il y a une vraie différence de compréhension entre les générations aujourd'hui, la génération de nos parents et la nouvelle génération qui arrive dans le monde du travail. Ce sont deux générations qui ont du mal à s'entendre aujourd'hui, qui n'ont pas forcément la même vision du monde du travail, j'imagine. Moi, j'ai tendance à nuancer ça, tout de même, parce que souvent, on dit il y a une dichotomie, justement, entre les générations, qui a une vision différente, etc. Moi, je connais des personnes plus âgées qui sont aussi des idées aussi fraîches que nous, les jeunes. Moi, je suis entre les deux. C'est pas une question d'âge, c'est ce que vous nous dites. Je suis trentenaire, donc je suis entre les deux. Donc, j'arrive à voir la nouvelle génération qui est très différente de moi, ce que j'ai connu. Et en même temps, les anciens ont aussi des idéaux différents, mais dans les deux, je trouve aussi des personnes avec qui je suis totalement alignée. Ouais. Donc, moi, j'aime pas trop mettre des cases, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un renouveau et effectivement, les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle génération, doivent s'adapter juste au monde du travail qui change au global. Ce n'est pas seulement dû à la nouvelle génération, il y a aussi le Covid qui a joué, le télétravail qui joue. Il y a énormément de choses qui font que les entreprises, soit elles s'adaptent, soit elles meurent. Le changement du monde du travail et puis la réussite. Enger, merci beaucoup. C'est passionnant. Je vous propose de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Use code playing card to make a simple and practical storage box.
Trim any uneven edges of the playing card to ensure uniform size. Arrange card in square and rectangular for the base. Connect the edges using glue or tape. Stand card on their sides around the base, connecting them to form the wall of the box. Secure the corner well. Repeat the process for the lid, making it slightly larger than the base to fit over the wall. Use additional card of reinforcement piece at the corner to enhance stability. Add any decorative element pattern by weighing different color card using markers. To the center of the street right here. Okay. Yeah, I have to push it a little bit to go farther. Oof! Look at that. Oh, so good. Man. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Enger Sarr, autrice de Les Inattendus, un livre à paraître le 16 mai aux éditions Erol. Mais juste avant de reprendre nos discussions avec Enger, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, vous allez nous parler aujourd'hui de ce nouveau rapport de l'OMS qui traite du harcèlement et du cyberharcèlement. C'est le 2e volume de l'enquête sur le comportement des enfants d'âge scolaire en matière de santé. Ce rapport il porte sur les formes de harcèlement et de violence entre les adolescents dans 44 pays et régions, rien que ça, dont l'Europe, l'Asie centrale et le Canada notamment. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question. C'est quoi le cyberharcèlement ? Alors le cyberharcèlement, déjà, ça se fait sur le numérique et ça se fait sur tous les supports, c'est-à-dire sur les chats, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les forums. À partir du moment où vous avez un monde numérique et du cyberharcèlement, eh bien, vous êtes dans ce cadre-là qui est l'accompagnement de plusieurs personnes qui vont mener des actions contre une autre. Et ça peut être à la fois du sexting, ça peut être également du revenge porn. C'est des intimidations, des insultes. Donc finalement, tout ce que l'on pourrait retrouver dans le monde réel, oui, on va le retrouver sur le monde virtuel. Et c'est également puni par la loi. Et c'est un facteur aggravant. Et donc c'est l'article 222-33-2 qui dit que, dans le code pénal, qui dit que le cyberharcèlement est une circonstance aggravante. Et en fonction de l'âge de celui qui va mener le cyberharcèlement et de la victime, eh bien les peines seront différentes et les montants également différents. Effectivement, c'est important. Oui, ça peut aller jusqu'à 3 ans et 45 000 euros d'amende. Ah oui, quand même. Alors, que dit ce rapport de l'OMS, Benoît ? Eh bien, ce rapport rappelle que le cyberharcèlement est avant tout une violence et qu'il est générateur de grandes répercussions sur la santé, sur le bien-être, à la fois de ceux qui sont cyberharcelés, mais également des victimes, de leurs familles. Ça peut aller jusqu'à l'auto-agression et malheureusement jusqu'au suicide. Et ce cyberharcèlement, dans le rapport, on voit qu'il est subi par les adolescents. Un adolescent sur 6 subit ce cyberharcèlement. C'est énorme, effectivement, d'où le rôle de la prévention. Pour les parents, quels sont les bons gestes à adopter, Benoît ? Eh bien, le premier, ça serait la gestion du temps d'écran et également l'accompagnement des jeunes sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a un âge sur les réseaux sociaux avant lequel on ne peut pas se joindre à ce réseau social. Et pour les enfants, il y a des conseils aussi que vous pouvez nous donner ? Oui, le premier conseil, c'est de considérer que ce que l'on va poster, publier sur les réseaux sociaux, eh bien finalement, c'est public. On est soi-même une sorte de figure publique à partir du moment où on rejoint les réseaux sociaux. Et puis, surtout, si jamais on voit du cyberharcèlement, soit contre nous, soit contre un tiers, un autre élève, eh bien, c'est de ne pas rester inactif et de prévenir un parent. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait en cas de problème, Benoît ? Eh bien, il y a une association qui existe et qui s'appelle e-Enfance. C'est le 3018. C'est à la fois un numéro
au cours, mais aussi une application que l'on va installer sur son smartphone. Et cette application va nous permettre à la fois de recueillir des preuves, mais surtout de discuter avec des professionnels qui vont écouter, nous conseiller et pourquoi pas nous aider et prendre la main, notamment auprès des réseaux sociaux pour résoudre le problème. C'est sûr, il y a un travail de régulation aussi, effectivement. Puis on rappelle ce numéro, le 30 18. Il ne faut pas hésiter à l'appeler. Un grand merci en tout cas, Benoît, pour cette chronique. Et puis nous, on continue à parler réussite, notamment professionnelle, réussite à l'école aussi. On va poser une question à Benoît dans un instant. D'abord, on lance la deuxième partie du talk. Je reviens vers vous, Benoît, parce que vous me disiez en préparant cette interview que vous avez une fille qui entre au lycée, je crois, dans les prochains mois. Elle a une vision de la réussite scolaire, la réussite sociale. C'est difficile, j'imagine, aussi en tant que parent. On va continuer à en parler dans un instant avec Enger, mais de transmettre aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la réussite? C'est beaucoup de pression aussi, j'imagine. C'est énormément de pression. Et en troisième, on se cherche beaucoup. Alors certains ont, comme moi, eu une vocation dans l'informatique, dans la cybersécurité très tôt. Oui. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas son cas. Et aujourd'hui, on essaye de lui ouvrir au maximum les chakras pour qu'elle puisse écouter des témoignages passionnants et qui peuvent l'amener à choisir sa voie le plus vite possible. Et bien justement, témoignage passionnant, on va le reprendre dans un instant. J'avais une question, Enger, avant de continuer nos échanges quand même, parce que c'est l'objet de notre émission. Ça veut dire quoi, réussir dans la vie? Dans votre livre, Les Inattendus, à paraître au 16 mai aux éditions Erol, vous décidez d'explorer justement cette notion de réussite à travers le regard croisé de personnes aux horizons et aux profils très variés, très divers, et c'est d'ailleurs très intéressant. Tous les profils que vous mettez en avant ont justement cette vision très personnelle, j'allais dire, et même intime de ce que c'est que la réussite. Et c'est ce dont on vient de parler avec Benoît. Qu'est-ce que ça veut dire réussir dans la vie? Alors réussir, vaste sujet. Vaste sujet, vous avez 2 heures. Vaste sujet, c'est ça, exactement. Vous avez 4 heures même. Oui, en fait, c'est un sujet qui, comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est réussir sa vie, c'est un sujet qui m'a portée et qui m'a vraiment hantée. Vraiment, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et moi, de manière naturelle, quand je ne sais pas, je demande. Voilà, c'est mon tempérament naturel. Quand je ne sais pas les choses, je vais voir les gens pour demander. Et c'est comme ça qu'est né d'ailleurs mon podcast Gatémérie, où du coup, je pars à la rencontre de personnes aux horizons très divers, comme vous l'avez dit, des artistes, des sportifs, des chefs d'entreprise, des salariés, des personnes qui n'ont pas d'emploi, justement, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait, comment elles ont façonné leur réussite et qu'est-ce qu'elles mettent derrière ce mot réussir. Et ça m'a porté pendant 3 ans et demi maintenant. J'ai toujours le podcast. Donc chaque semaine, je reçois une personne qui me décrit son parcours et comment elle a façonné cette réussite-là. Et de ça, justement, c'est de ce podcast-là que j'ai écrit le livre, Les Inattendus, où j'ai pris un prisme assez particulier parce que dans le podcast, je reçois des personnes d'horizons très, très divers, pour le coup, de milieux sociaux hyper différents, des hommes, des femmes, vraiment de tout. Vraiment, je pense que j'ai coché toutes les cases. Dans votre livre aussi, on peut dire que c'est des profils très variés. C'est aussi des profils très variés, mais avec ce prisme des inattendus, qui sont des personnes qui sont arrivées à des situations où on ne les attendait pas. C'est-à-dire des personnes qui ont bravé certaines statistiques sociales, certaines statistiques sociales. Bien sûr. Non, il n'y a pas de sujet. Certaines statistiques sociales, comme des femmes chefs d'orchestre, des femmes pâtissières, ou bien des personnes qui sont issues de milieux sociaux défavorisés, qui arrivent à se hisser à des sommets où la société ne les attendait pas, d'où les inattendus. Et donc, c'est ce prisme-là que j'ai pris dans le livre, parce que c'est important aussi de montrer qu'on n'est pas tous égaux face à la réussite, malheureusement, en France, malgré ce qu'on peut dire et malgré ce concept de méritocratie, je pense que c'est pas vrai et c'est ce que je défends dans le livre. Et vous présentez justement ces rôles modèles qui peut-être pourront servir à la fille de Benoît. Selon Pôle emploi, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, Enger. Dans ce contexte, comment former les jeunes à des métiers justement qui n'existent pas? Pourquoi développer des compétences techniques qui risquent de devenir obsolètes de plus en plus rapidement? En tout cas, vous, ce que vous nous dites, c'est que les compétences sociales et comportementales, ce qu'on appelle plus communément et en anglais les soft skills, comment ces compétences échappent-elles à ces incertitudes sur le monde du travail d'aujourd'hui et de demain? Vous nous dites qu'en fait, ces compétences-là, elles sont absolument clés pour demain. Exactement. On parle justement des 4 C, les 4 compétences du 21e siècle, qui sont l'esprit critique,
la créativité, la collaboration et la communication, donc qui sont des soft skills, comme vous le dites. Et ces compétences sont nécessaires parce que dans un monde d'incertitude, où en fait on navigue à vue, tout simplement, on ne sait pas où on va, on navigue à vue, ces compétences-là sont nécessaires pour pouvoir... Moi, j'ai toujours cette comparaison avec l'explorateur. Je pense qu'on est tous, dans notre vie, on est des explorateurs. Ce qui est important, c'est de savoir la direction, notre why. Enfin, c'est toujours ce que je dis, notre mission, j'en parlais tout à l'heure, par rapport aux entreprises. Oui. Ce qui est important, c'est de savoir juste là où on va, notre étoile polaire, savoir notre direction. Et le comment, en fait, c'est pas grave. Et je trouve que, en tout cas, c'est ma considération, je considère que souvent, on a beaucoup de pression sur le comment et le quoi. On nous demande toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais demain, etc. Mais en fait, c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est de savoir où est-ce que je vais. Et selon la circonstance où je suis, selon le lieu où je suis, selon les capacités que j'ai à l'instant T, je vais pouvoir déployer le comment. Mais le comment, il ne peut pas se prédire, en fait. Non, c'est sûr. Effectivement, Benoît, dans les métiers du numérique, vous êtes expert du numérique et travaillez depuis longtemps dans ce domaine-là. Est-ce que, justement, ces compétences sociales dont parle Enger sont absolument et de plus en plus essentielles aujourd'hui ? Oui, elles sont constitutives à la fois d'éléments essentiels pour les sociétés, pour les entreprises, parce que c'est avant tout un vivre ensemble et puis un projet commun. Et c'est également très important dans le cyber parce qu'il y a énormément de sens dans les métiers de la cyber. Vous aviez un premier portrait d'Elena Poincet qui a un parcours extraordinaire, qui est aujourd'hui une pépite française. Et quand on est dans le cyber, on a généralement une envie de bien faire, de protéger les gens. Il y a un sentiment de justice aussi, souvent. Donc, effectivement, dans le milieu de la cyber, il y a un élément très fort de sens, à la fois dans les entreprises, mais je pense avant tout personnel. Essentiel aussi. Vous partagez cet avis ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait justement des 200 personnes que j'ai interviewées dans l'enquête. Oui. C'est intéressant parce que ce qui est ressorti, c'était ça. C'est en fait de dire, il y a eu 3 éléments, 3 tendances qui sont ressorties de ces enquêtes. La première, c'est le manque de connaissance de soi. Parce qu'en fait, on ne l'apprend pas à nous connaître, que ce soit à l'école, en entreprise. Du coup, à un moment donné, on arrive, on a la trentaine, on ne sait pas, mais jusqu'à 30 ans, votre fille, elle est en 3e, elle a encore maintenant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la difficulté à naviguer dans l'environnement dans lequel on est, de ne pas savoir collaborer avec des personnes qui sont différentes de nous. Et l'entreprise, ce n'est que ça. L'entreprise, c'est la société en échelle minime, quoi. Donc, c'est aussi ça, c'est de savoir collaborer, savoir communiquer. Et la troisième tendance, c'est celle d'avoir peur, en fait, d'avoir une appréhension à l'action. Tant qu'on n'a pas tout balisé, et c'est le système scolaire qui nous apprend. Oui, j'allais dire comment ça s'explique, ça, mais en fait, ça vient de l'école. L'école nous apprend à tout cocher d'abord, avant de prendre le risque. L'erreur est très sanctionnée dans l'éducation française. Et donc, le fait de tout baliser, quand on arrive en entreprise, on n'arrive plus à prendre de risques. On veut que tout soit balisé avant de prendre une action. Et c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, notamment pour les femmes, avec le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève dont je parlais tout à l'heure, et la peur de l'échec, tout simplement. Comment on fait pour les mesurer, justement, pour les considérer, ces soft skills ? Est-ce qu'on peut les enseigner ? Il y a des cours d'empathie maintenant à l'école notamment, mais qu'est-ce que vous conseillez justement à ces entreprises que vous accompagnez, à ces entrepreneurs, à ces salariés aussi, pour développer ces compétences ? En fait, justement, moi je pense que tout est mesurable. Dans la mesure du possible, mais on peut mesurer certaines choses. Et je pense que le fait de dire que les soft skills ne sont pas mesurables, c'est se fourvoyer et se dire, en fait, c'est pas possible, donc on met ça de côté. Moi, je ne pense pas qu'il faille réfléchir comme ça. Je pense que, sincèrement, il y a des moyens justement, parce que les soft skills, ce sont des comportements. Tout à l'heure, je parlais de culture. La culture, c'est comment vos collaborateurs se comportent quand vous n'êtes pas là. C'est la culture d'entreprise. Et donc, ces comportements-là peuvent se mesurer, par exemple, lors des entretiens semestriels ou annuels, de décrire qu'est-ce que ça... Quand on dit une entreprise qui se dit très audacieuse, dans mon entreprise, qu'est-ce que ça veut dire l'audace ? Concrètement, l'audace, c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort. L'audace, c'est quelqu'un qui arrive à donner des idées un peu farfelues. C'est des phrases très concrètes, décrites, et qui permettent, en fait, à un moment donné, au bout d'un an, de dire est-ce que, au bout de ces 12 mois, au bout de ces 6 mois, tu as pris une initiative qui sort du cadre,
est-ce que tu as une idée farfelue, etc. Et ça permet en fait de mesurer ça. Et je pense qu'il faut qu'on tende vers ça et de juste se dire c'est juste palpable, c'est pas palpable, donc pas mesurable. Dans les faits, on peut le mesurer, c'est ce que vous nous dites effectivement. Merci mille fois Enguer Sarr d'être venue sur le plateau aujourd'hui de l'École du Futur. Je rappelle que vous êtes conférencière, présentatrice, on dit ça comme ça, de ce podcast Éphémérie, animatrice, et puis surtout autrice de Les Inattendus, un livre à paraître le 16 mai aux éditions Erol. Merci beaucoup pour cette discussion sur la réussite. Merci aussi à notre chroniqueur Benoît Grunemwald d'avoir été parmi nous. Merci Benoît. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous on se retrouve dès demain à 12h30 comme tous les jours avec plaisir sur School TV. Bonne journée.